Il est devenu le favori de la présidentielle. Mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Le candidat En Marche est donc l'invité de cette 6e matinale de la présidentielle sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bienvenue. Peut-être d'ailleurs devrais-je vous dire bonjour Jean-Claude Van Damme. C'est Marine Le Pen qui vous surnomme comme ça? Oui, mais écoutez, je lui laisse l'appréciation de cette comparaison. On me l'avait encore jamais fait. Vous savez pourquoi? Elle dit on comprend rien à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, mais lorsqu'on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant. Oui, mais écoutez, moi le pire c'est que je comprends ce que Marine Le Pen dit. Je me bats contre parce que c'est objectivement inquiétant et c'est malheureusement trop clair. Bon, donc on va essayer en tout cas d'être clair et précis ce matin. Et pour commencer, on va parler de vous, si vous voulez bien. Vos adversaires font de vous le candidat de la finance, le candidat des forces de l'argent, le candidat de Servier des laboratoires pharmaceutiques. Que leur répondez-vous, Emmanuel Macron? J'ai répondu point par point à toutes ces allégations. Si j'étais dépendant de quelque intérêt que ce soit, ou de conflit d'intérêts, je serais déjà devant le juge. Puisque, vous savez, moi, depuis que je suis rentré dans la vie politique, on ne m'a jamais épargné. Et c'est très bien ainsi. Donc, les forces de l'argent, je les ai connues. Je les ai quittées. J'en suis libre. Et si vous êtes président, vous serez... Oui. Beaucoup plus que d'aucuns. Les laboratoires pharmaceutiques, je n'ai jamais dépendu d'eux. Il y a eu dans les groupes de travail sur la santé qui se sont réunis autour de moi, un professeur de médecine, d'ailleurs dont les mérites sont reconnus et qui est véritablement quelqu'un qui a d'immenses qualités professionnelles, qui avait été amené à travailler pour Servier, enfin qui a eu des contrats par ailleurs à côté qu'il n'avait pas signalés. Quand il les a signalés, lui-même a quitté d'ailleurs ce groupe de travail et ça n'a influencé en rien les mesures. Et j'ai d'ailleurs, que je crois aucune autre formation ne fait, mis en place un système de déontologie où l'ensemble des experts, de toutes celles et ceux qui apportent même une contribution minime aux idées, doivent déclarer celles et ceux à qui ils sont liés. Nous vivons une époque de grande demande de transparence, j'y souscris, ça ne doit pas être non plus l'époque du soupçon, du grand déballage ou du grand n'importe quoi. Parmi les accusations contre vous, il y a aussi celle d'être le candidat des grands groupes de presse. Alors j'ai une question très précise. Avez-vous, oui ou non, Emmanuel Macron, quand vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée, favorisé l'attribution de SFR à Numéricable et donc à Patrick Drahi, qui détient aussi BFM TV, RMC, l'Express, Libération? Est-ce que vous avez favorisé Drahi contre Bouygues? Non. Je peux vous l'assurer. D'ailleurs, je pense que tous les protagonistes de ce dossier pourront vous le dire. Et de manière très claire, quand bien même l'aurais-je voulu, l'État n'avait pas 1 euro au capital de cette entreprise. SFR était une filiale à 100% du groupe Vivendi. Donc je vous invite à vous retourner vers Monsieur Fourtou et toutes celles et ceux qui, au conseil de direction, au conseil d'administration et de surveillance, ont eu à décider de la cession à Monsieur Drahi. Moi, je n'ai pu, et surtout à l'époque, le ministre Arnaud Montebourg a joué ce rôle. Les pouvoirs publics se sont assurés justement de la neutralité, de la nature des montages financiers, etc. Mais je n'ai pas interféré là-dedans. La seule fois où, dans mes responsabilités, j'ai eu à connaître d'un dossier de Monsieur Drahi, outre les sujets de télécom où j'ai à chaque fois mis la pression et rajouté des contraintes pour qu'il déploie des antennes, c'est sur sa tentative de rachat de Bouygues Télécom. Je vous invite à regarder d'ailleurs la une qui avait fait le JDD à l'époque. Je m'y suis opposé. Absolument. Et vous savez, on parle de toutes ces choses-là en permanence. Allumez le soir du grand débat BFM TV, vous verrez que je ne suis pas celui dont on chante les louanges. Achetez cette semaine l'Express, vous verrez que je fais encore une fois la une, dirait peut-être Madame Polony à votre table, à votre avantage. Mais je n'ai pas le sentiment qu'elle soit totalement ma faveur. On va en venir à votre programme Emmanuel Macron, mais juste avant, Macron, vu de l'extérieur, on peut se dire que c'est une start-up de la politique. Vous tentez l'aventure parce que vous aimez la prise de risque. Si ça marche, bingo. Et si ça ne marche pas cette fois, vous ferez quoi? Vous passerez à autre chose? Mais pourquoi voulez-vous que je passe à autre chose? Surtout, les choses ne se passent pas comme ça. C'est pas, je viens pas faire bingo. Moi, je suis convaincu que notre pays doit réussir aujourd'hui. Et qu'on peut le faire en donnant une place à chacun, qu'on peut retrouver Mais votre engagement politique, il est pérenne. Mais mon engagement politique, ça n'est pas parce qu'il est récent, qu'il n'est pas durable. Ça n'est pas parce qu'il est, ça n'est pas parce qu'il est neuf, qu'il est moins intense que d'autres. Moi, je mets mon énergie à faire plutôt qu'à durer. C'est ma grande différence, en effet, avec beaucoup des autres autour de la table de cette campagne. Donc les quelques 230 000 marcheurs que vous revendiquez, vous ne les abandonnerez pas, quel que soit le résultat de la présidentielle? Je ne les abandonnerai pas dans cette présidentielle, je ne les abandonnerai pas pour les législatives, et je ne les abandonnerai pas après. Parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des jeunes qui ont 18 ans, Emmanuel Macron, qui vont voter pour la première fois le mois prochain. Si vous êtes élus, ils devront faire leur service militaire. Alors, c'est un service universel d'1 mois, obligatoire pour les filles et pour les garçons âgés de 18 à 21 ans. 1 mois de service, pour quoi faire? Alors, 1 mois de service parce que dans le contexte que nous vivons, celui, on le voit bien, d'une société qui vit des fractures, d'une menace terroriste,
il est important de retrouver une forme de creuset national, c'est-à-dire de retrouver un moment où d'abord toute une classe d'âge est réunie et est mélangée, comme c'était le cas au moment du service militaire et en particulier des classes, à un moment où on reçoit justement un discours fort sur les valeurs de la République et le rôle de l'armée, un moment où on apprend aussi les rudiments militaires. Et les militaires disent qu'en un mois on n'apprend rien, qu'il faut 3 mois minimum. Je vous invite, les politiques disent ça. Vous avez peut-être fait vos services militaires. Absolument. D'aucuns l'ont fait. Les classes, ça durait 1 mois. Et généralement, vous ne recroisiez plus la chose militaire le reste de votre service. Donc tous ceux qui disent ça ont oublié le service militaire qu'ils ont vécu. C'est aussi long que les classes, voilà. Donc je propose de refaire les classes, ni plus ni moins. Donc évidemment, on ne devient pas un militaire, mais regardez la formation qu'ont aussi les réservistes. Après, ils peuvent mais en fait, c'est pour créer du lien et créer du lien entre la nation et les jeunes, c'est ça? C'est pour créer du lien. C'est pas le rôle de l'école, ça, Emmanuel Macron? Non, ça n'est pas le rôle de l'école. L'école, c'est un rôle qui consiste à d'abord recevoir les savoirs fondamentaux. C'est pour ça que dans mon programme, je réinsiste là-dessus, plus de temps scolaire, en particulier de diminuer le nombre d'élèves par classe dans les zones les plus difficiles. Mais restons sur le service militaire. Mais c'est les savoirs fondamentaux, c'est en effet ce qu'on appelle un début de socialisation. Mais l'école aujourd'hui ne vous mélange plus avec toute une classe d'âge. Elle ne vous apprend pas ce lien profond avec la nation. Et puis l'autre intérêt de ce service national universel d'1 mois, ce sera qu'on pourra y faire des tests justement sur les compétences de base, l'illettrisme ou autre. Aujourd'hui, on a 100 à 150 000 jeunes qui, autour de 18 ans, sortent complètement du système. Ils n'ont plus aucune formation, pas d'emploi. On ne sait pas ce que ça donne. On ne sait pas s'ils n'ont pas des vrais problèmes cognitifs, de compétences. Là, on pourra faire des tests. Ouais. On aura les rudiments, justement, du secourisme, et on aura une expérience de vie en collectivité, tous milieux sociaux. Ils vont avoir des grosses journées. Mais ça va coûter combien, Emmanuel Macron? Vous avez annoncé 15 milliards pour les infrastructures et 2 à 3 milliards par an pour le fonctionnement. J'ai donné. Vous savez, c'est toujours important de donner les grandes masses et d'être honnête. Je l'ai dit en même temps que j'ai annoncé ces chiffres. Mon souhait n'est pas d'aller reconstruire des casernes, ça n'aurait aucun sens. On les a vendues il y a 20 ans. Bon. Comme c'est 1 mois, ce sera réparti sur 2 à 3 mois. Puisque c'est environ 600 000 jeunes, une classe d'âge. Ils peuvent choisir entre 18 et 21 ans. On fera ça les mois d'été. Donc, on n'a pas besoin de recréer massivement des infrastructures. Donc, je demanderai justement à une commission spécifique, dès le début du quinquennat, d'étudier les modalités précises. Mon souhait est qu'on utilise au maximum les infrastructures scolaires et universitaires pour loger ces jeunes durant le mois, mais le coût, durant l'été. Et donc, le coût de fonctionnement, il est entre 1,5 et 2 milliards d'euros, tout au plus. Tout compris, infrastructure et de fonctionnement. Mon point, c'est de vous dire justement, j'ai donné ces chiffres. Et le reste, vous ne savez pas trop en fait. Mais non, mais le reste, c'est qu'on n'a pas besoin, et mon souhait n'est pas de recréer des infrastructures. Et donc, le coût de fonctionnement pour encadrer ces jeunes, qui vient en plus de la trajectoire budgétaire des armées, il est entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Voilà. Autre sujet, et c'est cela qui sera affiné au début du quinquennat. Mais ça commencera dès le début du quinquennat ou ça commencera vers 2019 avec la loi de programmation militaire 2019-2025? Dès le début du quinquennat, je demanderai à une commission d'en étudier les modalités. À partir du moment où elles seront claires, elles me seront remises au moment, si je suis élu justement de tous ces travaux, c'est-à-dire à l'automne-hiver 2017, nous commencerons dès que les choses seront prêtes, soit à l'été 2018, soit à l'été 2019. Autre sujet qui nous concerne tous. Mais c'est un sujet important. Oui. Un président, il donne un cap. Il donne une méthode, il porte une volonté, les modalités techniques sont ensuite déléguées. Le logement, Emmanuel Macron, vous voulez réformer la taxe d'habitation. Vous souhaitez que 80% des Français en soient exonérés. Ça concernerait 18 millions de foyers. Concrètement, ça va faire au bas mot 10 milliards de moins dans les caisses. Ça affole les maires. Qui paiera la différence? Qui paiera ces 10 milliards? L'État. C'est simple, je fais... Donc les hausses des impôts? Non, pas du tout. Des économies faites. Je fais 60 milliards d'euros d'économies durant ce quinquennat. 60 milliards d'euros. 2 tiers de ces économies sont affectés à la baisse de notre déficit. Parce qu'il faut limiter justement ce déficit et avec lui la dette. 1 tiers, 20 milliards d'euros, ce sont des baisses d'impôts. Et j'en fais beaucoup moins que certains autres candidats parce que je ne suis pas dans la démagogie. La moitié sur les entreprises, la moitié sur les ménages, comme on dit. Et donc, cette part que je fais sur les ménages de baisse d'impôts, la grande part, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Plutôt que d'aller supprimer les tranches supérieures... En tout cas, il n'y aura pas 1 euro de moins pour les maires. Non, je vais y revenir tout de suite, mais plutôt que d'aller supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, d'aller favoriser le quotient familial des plus aisés, moi, je prends la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation, c'est l'impôt le plus injuste. Si vous habitez un logement avec les mêmes caractéristiques, selon que vous touchiez 1 SMIC ou 5 SMIC, vous payez la même taxe d'habitation. Elle ne regarde pas les différences de revenus. La deuxième chose, c'est que c'est un impôt qui est injuste sur le plan du territoire. Elle est plutôt faible dans les métropoles, elle est plus élevée dans les villes moyennes, les villes centres de province.
Les victimes de cet impôt, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes qui ne peuvent plus se loger à Paris, elles vont parfois habiter à 1 heure, 2 heures de Paris. Dans des villes où la taxe d'habitation, bien souvent, est plus élevée qu'à Paris. C'est la double peine. Donc, je le supprime pour 80% d'entre elles. Un couple qui a 2 enfants, ça fait 5 000 euros net de revenus de référence. 80% des Français. Et c'est totalement corrigé pour les communes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'État qui paiera la place des ménages et elles garderont leur liberté de taux par ailleurs. Je voudrais qu'on parle des retraites également. Votre règle, elle est simple en fait. C'est la retraite à points. Alors on cumule des points de retraite et le jour où on part, un point égale une somme d'argent, la même somme pour tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, salarié ou indépendant. Mais ça pose le problème du financement. Quand vous aurez besoin d'argent, Emmanuel Macron, pour financer le régime des retraites, vous allez aller le chercher où cet argent? Est-ce que vous baisserez la valeur du point de retraite et donc les pensions baisseront d'un mois ou d'une année sur l'autre? Ou est-ce qu'il faudra cotiser plus longtemps, ce qui revient de fait à repousser l'âge de départ à la retraite? Mais le système se pilotera automatiquement. Il se pilote en Suède et le montant des pensions baisse et monte. Il peut tout à fait. Alors, vous choisissez soit de maintenir le montant des pensions, soit de décaler l'âge. Mais c'est un système. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est un système. Quelle est l'importance de cette réforme? C'est de rendre le système plus juste et plus transparent. Aujourd'hui, le système est injuste en France. Et moins sécurisé pour les retraités quand même, parce que quand on voit sa pension baisser d'un mois sur l'autre... vous le fixez vous-même dans les paramètres que la loi justement décidera. Je garde un système par répartition. Je le rends transparent et juste. Vous êtes dans le secteur privé. On va calculer votre retraite sur vos 25 meilleures années. Si demain Europe 1 décide de se passer de vos services, que vous allez dans une station qui a un autre statut, si vous devenez peut-être fonctionnaire ou indépendant, vous n'aurez pas les mêmes critères. Je vous défie dans 5 ou 10 ans de savoir reconstituer votre carrière pour savoir quels sont vos droits réels. Vous ne le savez pas. De l'autre côté, un fonctionnaire, on lui prend les 6 derniers mois. Mais ça, on est d'accord. Vous unifiez le régime des retraites. Il y a 37 régimes aujourd'hui différents. J'en fais un seul avec les mêmes règles pour tous. Et ce régime, comme il reste par répartition, eh bien, dans le temps, si moi je décide, si le législateur, et puis dans la durée, les uns et les autres, décident que le plus important, c'est de garder en effet une stabilité du niveau des pensions, eh bien, le paramètre d'ajustement, ce sera soit le niveau de cotisation, soit l'âge. Donc, mais il y aura plus soit sur le niveau de cotisation, soit l'âge. Exactement. C'est bien ça. Mais il n'y a pas de finance magique. Simplement, ça se fera de manière individualisée, lisible, juste, et avec un pilotage automatique. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de faire des grandes réformes qui mettent tout le monde dans la rue ou qui créent beaucoup d'insécurité. Emmanuel Macron, on en vient à la note, à l'addition. Il empile beaucoup de dépenses, disent certains, et comme le titre Le Figaro ce matin, le doute grandit sur le projet économique de Macron. Vous revendiquez 15 milliards de dépenses nouvelles sur le quinquennat, et vous prévoyez un plan d'investissement de 50 milliards. Côté économie, vous l'avez dit, vous promettez 60 milliards. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être frappé par le même mal que François Hollande, celui qui consiste à sous-évaluer dangereusement les dépenses? Non, d'abord, vous savez, vous pouvez citer Le Figaro, qui est un grand journal du matin, il n'y a pas que le Figaro qui n'est pas d'une objectivité excessive à mon endroit. Mais moi, c'est ma question. Est-ce que vous ne sous-estimez pas dangereusement les dépenses? Je suis extrêmement prudent, à la fois sur les dépenses, sur la capacité à limiter ces dépenses et sur les hypothèses de croissance. Puisque vous l'avez vu depuis le début, moi j'ai des hypothèses de croissance qui est le plus important. Qui sont modérées, 1,4 en 2017, qui finit à 1,8 en 1,8%, ce qui est extrêmement modéré. Et justement, je ne surpromets pas. La différence avec le quinquennat précédent, c'est que je le dis dès le début, dès la campagne. Et je dis dès le début que je vais commencer tout de suite avec des économies. Les mesures que je prends sur les priorités qui sont les miennes, l'école, la sécurité, la sécurité, la justice, en plus, 15 000 places de prison, le pass culture à 500, tout ça, c'est un coût considérable. Le pass culture n'a pas un coût budgétaire puisque je le fais financer par les distributeurs et les GAFA. Au total, il y a une vraie inquiétude sur le déficit public, Emmanuel Macron. Et donc vous dites, vous resterez sous les 3%. La plupart des instituts disent il n'y arrivera pas. Rexecode annonce une dérive à 4,9% avant de revenir péniblement sous les 3% en 2022. Je vais finir la réponse à votre question initiale. Rexecode dit cela en faisant des erreurs manifestes qui ont été pointées d'ailleurs par nos experts et par Jean Pisani-Ferry qui pilote ce programme, puisqu'elle prend en compte, elle traduit mal la réforme de la CSG que nous faisons, elle met sur mon compte une réforme des retraites durant le quinquennat que je ne fais pas, donc il y a plusieurs erreurs. Alors, pardon, je vous interromps, mais j'ai regardé quand même Rexecode avec un peu de recul parce que finalement pourquoi ils auraient raison et vous aurez tort. Rexecode avait annoncé 1,2 de PIB en 2006, le gouvernement disait 1,5, la réalité c'était 1,1, ils avaient vu juste. Rexecode avait prévu un déficit. Je ne parle pas des hypothèses de croissance, je parle de ce qu'ils disent de mon programme. Un déficit qui est factuellement de 4% en 2013, 3,6% disait le gouvernement socialiste, la réalité ça a été 4,3%. Donc ils sont pas complètement à l'ouest, ils sont même plutôt dans les clous. Mais ils ne sont pas totalement à l'ouest du tout. Je dis que leur analyse est factuellement fausse sur mon programme. Ce qu'ils disent de ma réforme de la CSG ou des retraites est faux. Par contre, ce que je vous dis, c'est que j'ai des priorités. Sur ces priorités, il y a des dépenses supplémentaires. Ces dépenses supplémentaires sont compensées à l'euro par des baisses de dépenses par ailleurs.
Donc les 15 milliards en plus sont compensés par 15 milliards en moins sur justement les autres postes gouvernementaux. Avec peut-être des dépenses qui sont un peu sous-estimées. Là encore, on pourrait parler du coût de... Ça, c'est sur la part de l'État, je vous le dis. Oui. L'État baissera durant ce quinquennat l'ensemble de ses dépenses de 25 milliards d'euros. Ça, c'est le point que je fais. Et donc, compte étant tenu des dépenses supplémentaires, il y aura bien 60 milliards d'euros de baisse durant ce quinquennat de dépenses publiques. Emmanuel Macron. C'est ça qui m'importe, avec des méthodes extrêmement simples, une responsabilisation. Ça commencera dès le début du quinquennat et pas X années après. Et ce sera aussi une méthode nouvelle de responsabilité. Je l'ai dit, et ça c'est profondément on a compris. Je suis allé devant les maires. Là Attendez, où il nous reste 30 secondes. Non, mais là où une question très concrète qui intéresse les auditeurs, s'il vous plaît. Moi, j'ai expliqué aux maires que je demandais 10 milliards d'euros durant le quinquennat de baisse des dépenses, et les ministres seront responsables, et j'évaluerai année après année les ministres sur leur capacité. Vous avez déjà eu l'occasion de l'expliquer. Dernière question rapidement pour cette première partie. Le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus est prévu pour le 1er janvier prochain. Il se dit que vous êtes pour la réforme et que vous souhaitez la faire entrer en vigueur plus tard. C'est vrai ou pas? Je souhaite qu'on expérimente au 1er janvier prochain. Donc expérimentation. Mais je ne souhaite pas qu'elle soit généralisée tout de suite. Pourquoi? Parce que il y aura immanquablement des loupés techniques. Et je n'ai pas envie de plonger le pays dans l'incertitude. Mais elle se fera, cette réforme. C'est pas un enterrement discret. Non, je pense que c'est une bonne réforme, donc elle se fera. Mais elle se fera avec la méthode décidée, c'est-à-dire d'expérimenter, de regarder les problèmes, de les corriger. Pendant combien de temps? La première année. Et donc si les choses sont prêtes ensuite. Ce sont des sujets éminemment techniques. Je dis juste, je ne vais pas généraliser quelque chose dont je ne suis pas certain de la robustesse technique. Merci Emmanuel Macron, vous restez avec nous dans quelques minutes, vous répondrez aux questions politiques de Fabien Damias sur Europe 1. A tout de suite pour réagir, c'est élection au pluriel 2017, le hashtag. Europe 1, 7h57. Bon, Emmanuel Macron, vous répondez à présent aux questions politiques de Fabien Damias. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Vous êtes sans doute aujourd'hui l'un des sujets de conversation récurrents des Français, à table, à la machine à café. À en croire les sondages, apparemment, vous représentez une tentation politique forte, mais assortie d'une grande interrogation sur le président que vous seriez. Déjà, avez-vous affronté une grande crise dans votre vie? J'en ai affronté sous d'autres fonctions. Vous savez, quand j'étais dans le secteur privé, j'ai eu à connaître de la crise financière. Quand j'ai été conseiller à l'Élysée, j'ai connu de près la crise de la zone euro et ses sommets, et quand j'étais ministre, j'ai vécu des crises sur des entreprises. Donc le procès en inexpérience qui est fait par certains de vos concurrents, pour vous, n'a aucune validité? Ce n'est pas moi qui en serai le juge, ce sont nos concitoyens. J'ai une expérience, la mienne, à la fois dans le secteur privé, dans la sphère publique et dans la sphère politique. Peu de gens aujourd'hui candidats l'ont, beaucoup n'ont qu'une carrière dans la sphère politique. L'âge que j'ai, en effet, fait que je n'ai pas la même carrière que beaucoup aujourd'hui des autres compétiteurs. J'ai pour autant d'ores et déjà une expérience, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Si vous êtes élu, quelle sera la réforme majeure de votre quinquennat, celle qui marquera votre empreinte sur la France? C'est très difficile de dire avant ce que sera votre empreinte, et il faut toujours garder beaucoup d'humilité. Oui, mais vous avez un dessein. Ma volonté pour le pays, c'est dès le début de lancer des grandes réformes. Dès le début, et sans attendre. La réforme du marché du travail, la simplification du droit du travail que je porte dans mon programme, la transformation de notre formation professionnelle et formation continue, parce que c'est fondamental pour affronter un monde en transformation, et la transformation de l'école. Et je dois dire que l'école et la formation, c'est pour moi le cœur de la bataille. C'est d'ailleurs le premier chantier, l'école et la culture, que j'ai mis dans ce projet présidentiel, et c'est, je pense, ainsi qu'on pourra vraiment transformer le visage de la France. Ensuite, derrière, et s'appuyant sur ce premier train de réforme, mon souhait est de relancer très profondément une dynamique européenne. Et j'espère que le quinquennat prochain permettra une refondation de l'Europe. Parce que ce sera en même temps la condition de réussite de la France. Vous avez dit hier lors d'une conférence de presse, il faut en finir, on essaie de comprendre quel président vous seriez. Il faut en finir avec un président qui serait responsable de tout. C'est-à-dire finalement en finir avec une forme de monarchie présidentielle telle qu'on l'a vu depuis 1958. Quel sera le vrai patron de l'action gouvernementale? Vous ou le Premier ministre? Qui prendra les décisions? Qui rendra les arbitrages? Je me permets de vous corriger. Depuis 1958, on n'a pas vu la même forme de président. Il y a eu des présidents qui un président qui décide ont de donné tout. le cap. Non, je pense que ces 10-15 dernières années ont profondément changé la nature de la fonction présidentielle. Et le président est en effet devenu, en quelque sorte, celui qui dirige tout sur tous les sujets.
et il a écrasé la fonction de Premier ministre. Le président Hollande, avec son style très différent du président Sarkozy, mais l'un et l'autre ont été très engagés dans l'ensemble des affaires de la vie politique. Donc moi, vous serez un président en retrait. Je veux être un président engagé, c'est-à-dire ni un président suractif, ni un président empêché. Je serai un président engagé, c'est d'ailleurs pour ça que je veux que les termes de la majorité présidentielle, que la cohérence de celle-ci et son renouvellement soient définis dès à présent, parce que ce sera pour moi la condition pour pouvoir agir. Le président engagé, il est engagé sur des priorités. Je ne veux pas être le président du quotidien, de l'anecdote. Je ne veux pas intervenir tous les jours sur tous les sujets. Par contre, j'ai défini des priorités, celles qui d'ailleurs concernent la vie de nos concitoyens, le travail, l'éducation et la culture, la sécurité, la transformation du modèle économique, l'Europe, le renouvellement démocratique et sa moralisation. Sur ces sujets, je serai profondément engagé. Pour le reste, le président fixe un cap, un horizon. Et c'est au gouvernement de l'exécuter. Et c'est ensuite au gouvernement de l'exécuter. C'est pour ça que je veux peu de ministres, mais des ministres forts avec beaucoup de responsabilités. 15, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit une quinzaine maximum. Quand je dis beaucoup de responsabilités, ça veut dire que je me réserve le droit, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce qu'on ne fait plus dans notre République, de remercier un ministre. Parce qu'un ministre qui n'a pas su faire justement les économies sur lesquelles on s'est engagé, eh bien c'est un ministre qui est remercié, ce qui est un changement très profond par rapport vous fixer des objectifs aux dernières années, aux dernières décennies. décennies Ne sont pas remplis au terme d'une année. Mais écoutez, quand on a voulu faire les économies ces derniers temps, j'écoutais encore Monsieur Canteloup à l'instant qui se moquait de la boîte à outils du président Hollande. On se souvient de Nicolas Sarkozy et François Fillon lançant ce qu'on appelait la RGPP pour faire des économies. Mais à chaque fois, c'est le président et le Premier ministre qui portent tout, et les ministres sont quasiment en situation d'irresponsabilité. Ils passaient d'ailleurs leur temps à savoir comment se faufiler entre les engagements. Moi, je fixe un cap, des engagements que je prends devant les Français. Et ensuite, j'en suis le comptable débiteur. Donc, je dois être le garant du respect de ces engagements. Ce qui veut dire que derrière, les ministres sont responsables et peuvent être sanctionnés. Mais le président que je veux être, c'est donc, vous l'avez compris, un président engagé, un président de l'action, et en même temps un président qui sait réarticuler la responsabilité politique avec le temps long. On vous a entendu là-dessus. Vous venez de citer à l'instant François Hollande. Quelle sera votre différence fondamentale avec l'actuel chef de l'État? La première, c'est que nous ne sommes pas du tout assis sur la même stratégie, le même rapport au pays et au parti. J'ai construit aujourd'hui ma démarche politique, l'action qui est la mienne, cet engagement sur une refondation profonde de la vie politique française, une liberté complète par rapport justement au parti, et avec une volonté de tourner la page par rapport aux 5 dernières années, et je dirais même par rapport aux 20 dernières années. La deuxième chose, c'est que je n'attendrai pas, et donc dans les décisions, dès le début du quinquennat, je prendrai les réformes fondamentales que je porte. C'est-à-dire pour se remémorer, François Hollande avait été élu président de la République, il est parti quelque temps juste après les élections législatives, il y a eu des vacances. Vous resterez à votre poste, vous ne prendrez pas de vacances, vous réformerez le pays dès le début. Vous l'avez bien compris. Dès le début, je réformerai le pays, je porterai les réformes les plus difficiles dès l'été, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du droit du travail, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'école avec un impact dès la rentrée 2017 et une stratégie sur 5 ans de baisse des dépenses, justement, une stratégie économique que je veux porter dès la loi de finances qui sera à l'automne 2017 et qui sera donc préparée durant l'été. De la visibilité, de la clarté dès le début. Et ensuite, une vraie action européenne pour relancer les choses. Emmanuel Macron, encore un petit mot sur François Hollande. Est-ce que vous vous sentez redevable auprès de lui? Je l'ai dit, je crois, sur votre antenne. Les choses dans la vie politique et humaine ne se passent pas ainsi. J'ai du respect pour l'homme et pour la fonction. On peut avoir de la reconnaissance et des divergences. C'est la vie politique, c'est la vie humaine aussi. Je préfère le terme de reconnaissance à celui de redevable. Je l'ai déjà dit, je ne suis ni un redevable ni un obligé. J'ai du respect pour le président de la République, pour sa personne et sa fonction, et j'ai de la reconnaissance parce qu'il m'a fait confiance. Nous avons ensuite eu des désaccords profonds. J'ai une démarche qui est profondément différente de la sienne. J'ai une expérience, une personnalité
radicalement différente de ce qu'il est, et vous l'avez compris, des intentions qui sont profondément différentes du style qui a été le sien, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est en effet le cœur de ma démarche, et cela depuis le 6 avril 2016, c'est de tourner la page. Vous avez dit hier, un soutien c'est une voix, mais ça ne vaut pas une investiture. Est-ce que c'est une forme de dédicace spéciale à Manuel Valls, dont on dit qu'il pourrait annoncer qu'il vous soutient dans les minutes qui viennent? Non, pas du tout. D'ailleurs, là-dessus, il faut s'affranchir des sujets de personnes et il faut essayer de regarder un peu plus loin. Alors là, je vous arrête quand même parce que Manuel Valls, c'est pas une personnalité comme une autre. Non, vous avez raison. Il était Premier ministre il y a encore 3 mois. Il a été votre chef du gouvernement. Est-ce que l'éventuel soutien de Manuel Valls, vous l'accueillez avec plaisir, avec reconnaissance ou avec embarras? Mais d'abord, je vous invite à entendre ce qu'il va dire. Je ne mène pas une campagne présidentielle pour commenter les prises de position de l'ensemble des membres de la sphère politique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu cette conférence de presse hier, en expliquant que depuis 15 jours, l'essentiel de l'intérêt de vos confrères, c'est les affaires de 2 candidats et les ralliements ou les soutiens à votre serviteur. Moi, je préfère qu'on parle du fond et des programmes. Donc, j'ai expliqué quelle était la méthode et la clarté. Mais là, ça n'est pas qu'une histoire de ralliement. Il porte une vision de la gauche. Il a été candidat à la primaire. Ça n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est une démarche politique. Mais d'abord, je vous invite à attendre celle-ci. Ensuite, je l'ai dit, ces femmes et ces hommes aujourd'hui s'expriment sur le plan personnel en apportant ou leur soutien ou non. Et c'est vrai que quand Jean-Yves Le Drian, quand Dominique Perben, quand hier Madame Monchamp ont apporté leur soutien à la démarche qui est la mienne, cela dénote quelque chose et une recomposition de la vie politique. Parce que contrairement à ce qui est souvent dit, nous sommes en train de recomposer, ce qui montre d'ailleurs je crois, la substance de ce que je proposais dès avril dernier, c'est-à-dire que nous recomposons une offre centrale réunissant des femmes et des femmes et des hommes qui viennent de la gauche et d'autres de la droite. Il doit y avoir une douzaine d'anciens ministres de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy qui ont apporté leur soutien aujourd'hui à l'offre qui est la mienne. Macron, c'est intéressant parce que la question qui est posée finalement, c'est pas tant celle de savoir si une fois élu président de la République, vous seriez capable d'obtenir une majorité. Si l'on en croit l'expérience de la Ve République, souvent une majorité parlementaire qui suit une élection présidentielle. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir de quelle cohérence structurerait cette majorité. Vous venez de citer des personnalités politiques qui n'ont jamais travaillé ensemble, exactement, qui ont toujours été opposés. Vous parlez de Perben, vous parlez de Bayrou, vous parlez de Le Drian. Ces gens-là n'ont jamais travaillé ensemble. Quel type de majorité aurez-vous? Alors, je vous remercie de ce que vous venez de pointer. C'est tout à fait vrai. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Pour autant, ils ont énormément de convergences. Et moi, je les ai vus en tant que ministre. C'est très simple. Je proposais des réformes sur le travail du dimanche, sur la simplification du droit du travail. J'avais toute une partie de la gauche, celle qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, derrière Benoît Hamon, qui disait « Va des rétros, ce que vous êtes en train de proposer n'est pas conforme à nos valeurs, notre histoire, jamais nous ne nous soutiendrons. » Et j'avais de l'autre côté des gens du centre, des gens de la droite. Une droite venant du gaullisme social, une droite sociale, libérale européenne, avec les mêmes valeurs d'attachement à l'Europe, à la République, à la laïcité, qui me disaient « C'est formidable, mais vous êtes dans un gouvernement de gauche. C'est ridicule. » Et donc, si on veut de l'efficacité pour le pays, c'est le sens même de la recomposition politique que je porte. Nous devons rassembler des femmes et des hommes qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais qui sont attachés à ce critère d'efficacité et de justice. Et donc, l'ensemble des réformes qui sont dans mon programme aujourd'hui, ce sont des réformes qui réconcilient la liberté et la protection. Ce sont des réformes qui réconcilient justement l'efficacité et la justice. Et je me félicite que d'une part, on arrive à réconcilier de la société civile avec de la société politique. Et c'est pour ça que je me suis engagé à ce qu'il y ait au moins la moitié de députés nouveaux et qu'il y ait dans les membres du gouvernement une part significative de femmes et d'hommes qui ont des compétences dans la vie civile, mais qui ne sont pas des poids lourds politiques. Oui, même si jusqu'à présent, aucun ministre issu de la personnalité de la société civile n'a vraiment brillé dans ses fonctions. Je vous remercie pour cet hommage personnel que vous venez de me rendre, mais si ça n'avait pas été le cas, je ne serais pas devant vous. Je suis l'illustration vivante
que c'est possible de faire autrement. Et il y a eu avant moi de nombreux ministres venant de la société civile c'est-à-dire qui n'étaient pas des élus de la République, qui ont bien fait. Dominique de Villepin aux Affaires étrangères a-t-il été un mauvais ministre? Je n'en ai pas le sentiment. C'était un diplomate de carrière. Simplement, il n'avait en effet jamais été élu. Hubert Védrine de la même façon. Dans votre cas, comme celui de Dominique de Villepin, il y avait eu auparavant un sas politique qui passait par le secrétariat général ou le secrétaire général adjoint. Ils n'ont pas eu la carrière politique de beaucoup d'autres. Thierry Breton a été un très bon ministre de l'économie et des finances. Je n'ai pas le sentiment qu'il... Bon, tout ça pour vous dire que cette refondation est possible. On va avancer sur les dossiers. Mais oui, pour finir sur votre point, oui, la démarche qui est la mienne est de réconcilier des familles politiques qui jusqu'alors n'avaient pas travaillé ensemble parce qu'elles partagent les mêmes valeurs et parce que je les réconcilie autour d'un projet cohérent pour faire avancer le pays. La Grande-Bretagne adresse aujourd'hui sa lettre à l'Europe qui acte le Brexit. Faut-il exiger de l'Angleterre les sommes sur lesquelles elle s'est engagée auprès de l'euro? Ça tournerait autour de 60 milliards d'euros avant de conclure un quelconque accord de sortie. Est-ce qu'il faut dire « I want my money back » à l'Angleterre? Il faut d'abord considérer avec beaucoup de gravité ce que nous sommes en train de vivre. Le fait que la Grande-Bretagne mette en œuvre justement ce Brexit, c'est un sujet grave pour nous tous. Parce que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Parce que c'est, malgré tout, un coin dans le projet européen, un début de délitement. Et donc moi, je ne prendrai pas le sujet de cette façon. Il faut prendre le sujet. Mais il va se poser quand même clairement à l'Europe. Et c'est au chef d'État, et c'est la fonction que vous aspirez d'occuper, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Je les ai toujours dites telles qu'elles devaient être dites. À l'Angleterre, quand je me suis rendu à Londres et que j'ai vu Theresa May, je l'ai dit de cette façon. Il faut que l'Europe parle d'une voix coordonnée et responsable. Ça veut dire que ça n'est pas chacune et chacun dégrainer chaque matin dans son pays les principes de la négociation. Nous devons, sur ce sujet, coordonner nos vues et avoir un seul négociateur face à la Grande-Bretagne. Ensuite, nous devons privilégier les intérêts de l'Union européenne à tout intérêt de secteur ou de court terme. Ce qui veut dire que... Donc ça veut dire qu'il faut obtenir les sommes que la Grande-Bretagne doit à l'Angleterre, sécuriser la question du statut des ressortissants britanniques sur le territoire. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de sujets qui concernent la relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne et qu'elles doivent toutes être mises sur la table de manière équilibrée. La contribution au budget, l'accès au marché unique, les règles dans lesquelles ce taxé se fait, et nos perspectives communes. C'est une question qui est posée à la Grande-Bretagne, comment elle voit son avenir, et comment l'Union européenne le voit. Ensuite, la France, elle a des relations bilatérales avec la Grande-Bretagne sur deux sujets fondamentaux. Le sujet de la défense, mon souhait c'est de poursuivre et de consolider cette relation. Et donc, aujourd'hui, les traités dits de Lancaster House nous permettent d'avoir un cadre. Je souhaite qu'on aille plus loin parce qu'on a besoin d'une Europe de la défense. Et puis, il y a le sujet de la sécurité, où là, nous devons remettre aussi les choses à plat et regarder nos intérêts réciproques. Et il y a un sujet qui est mis en avant par Theresa May, par les Britanniques, pour justifier la volonté d'un Brexit rapide, c'est le contrôle des flux migratoires. Est-ce que vous considérez, vous, comme les Britanniques le considèrent chez eux, est-ce que vous considérez qu'en France, nous avons un problème avec les flux migratoires et avec l'immigration de manière générale? Le cœur du problème britannique, ça a été le contrôle des ressortissants de l'Union européenne qui viennent travailler en Grande-Bretagne. C'est ça le problème. C'était les Hongrois ou les Polonais qui venaient à moindre frais travailler en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, je rappelle, ce pourquoi la Grande-Bretagne, comme plusieurs autres pays, se sont battus il y a 10, 15, 20 ans pour pousser l'Europe dans cette tendance. C'est aujourd'hui un problème. C'est-à-dire que moi, je suis un défenseur de l'Europe, je suis un défenseur de ce qu'on appelle le travail détaché légal, parce que la France, c'est l'un des principaux pays qui envoie ses ressortissants travailler dans des pays voisins. Donc méfions-nous des simplifications. Par contre, nous avons un problème aujourd'hui avec des travailleurs détachés qui viennent de pays de l'Union européenne où, en effet, les coûts salariaux, les minima sociaux sont très faibles, voire n'existent pas. Et donc, je souhaite qu'on remette sur le métier cette directive et que on l'arrime à un principe qu'on appelle d'harmonisation sociale, c'est-à-dire qu'on fasse converger les pays. Mais est-ce qu'il faut un solde migratoire annuel? Là, vous êtes sur un tout autre sujet. Je suis le sujet du volume de l'immigration. Alors, aujourd'hui, nous avons environ 200 000 titres de séjour qui sont délivrés par la France à des étrangers. On ne parle plus du même sujet qui est le sujet, ça n'est plus simplement l'Union européenne, ce que vous évoquez. Nous avons environ 200 000 titres de séjour. Il n'y a pas là-dessus d'explosion de l'immigration en France, contrairement à ce que dit Madame Le Pen. Il y a un vrai problème sur le fond,
qui est d'une part la procédure d'asile. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui des milliers, dizaines de milliers de ressortissants étrangers qui attendent, en tout cas, d'avoir ces titres, sans le savoir. Et comme cette procédure dure, ils s'installent, ils construisent parfois une vie familiale, et ils s'installent dans la misère. Et donc, sur ce sujet, je porte, moi, une réforme qui est extrêmement ambitieuse et rigoureuse, qui est de dire, on doit réduire drastiquement à moins de 6 mois le délai d'instruction et de recours sur le droit d'asile pour éviter que ces gens-là ne s'installent et pouvoir les reconduire à la frontière lorsque on ne leur donne pas de titre. Je suis pour une politique européenne beaucoup plus forte et beaucoup plus dure de contrôle aux frontières sur ce sujet. Et je suis enfin pour développer une politique de reconduite à la frontière efficace avec les pays d'origine et les pays tiers. Arrive au terme de cette interview, vous l'avez dit, l'immigration est au cœur de la campagne de Marine Le Pen. Elle vous désigne aujourd'hui comme son adversaire principal. Elle a raison. Aujourd'hui, votre adversaire dans la campagne, c'est Marine Le Pen. Mais elle a raison, puisqu'évidemment, elle propose de trahir l'histoire, le destin de la France, en la ramenant au nationalisme. Moi, je défends une vision patriote de notre pays, c'est-à-dire attachée à son histoire, sa culture, sa langue, mais en même temps un destin qui se projette dans l'universel et dans l'Europe. Ça veut dire que le vrai débat de cette campagne, hier, vous avez émis vos doutes sur un débat 11. Pour vous, au-delà de l'organisation technique d'un débat, le vrai débat de cette campagne, il est entre vous et Marine Le Pen. Il m'appartient pas, à moi, candidat, de dire quel est le vrai débat. Je vous dis que... Elle juge la situation comme telle. Je dis que la cohérence de la démarche politique qui est la mienne, c'est en tout cas de proposer une vision à nos concitoyens qui est de faire réussir notre pays dans ce siècle nouveau et de le faire réussir en restant ouvert. Merci. Et donc d'avoir une approche à l'Europe et au monde qui est exigeante, mais fidèle à notre vocation. Et donc oui, je défends un projet qui est patriote, là où elle défend un projet qui est nationaliste. Donc oui, nous avons une vraie opposition que j'assume et je pense qu'elle est structurante dans cette campagne. Emmanuel Macron, Manuel Valls qui annonce à l'instant qu'il vous apporte son soutien. Donc ça y est, c'est officiel, Manuel Valls vous soutient. Votre réaction, Emmanuel Macron, c'est une satisfaction ? Je pense que c'est un soutien, d'abord je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociodémocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Pour ce qui est de la démarche donc et de ce que j'entends conduire, je l'ai dit, je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques, derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Merci Fabien Amias. Vous restez avec nous, Emmanuel Macron. Toute petite précision, vous avez évoqué le débat du 20 avril sur France 2. Vous y participerez ou pas avec les 10 autres, enfin avec les 9 autres, parce que Jean-Luc Mélenchon n'y va pas. Oui ou non ? C'est très simple. Moi, j'ai indiqué mon souhait, parce que un candidat à la présidence de la République n'est là ni pour coordonner le travail entre les chaînes qui ne savent pas se mettre d'accord, ni pour s'adapter à leur agenda. Mais je pense que clair. Il y a un débat le et donc 20 avril. je suis très clair. Il est de tradition républicaine que le débat d'entre-deux tours soit organisé par le CSA. Mon souhait, c'est que le CSA, dont c'est la fonction de garantir le pluralisme et d'organiser la vie des médias, soit mandaté par l'ensemble des candidats pour régler cette histoire. Donc c'est-à-dire vous serez le 4 avril sur débat. BFM, ça on est d'accord, et CNews. Je ferai de toute façon un débat à 11, parce que je pense que c'est attendu par nos concitoyens et que moi je me prête tout à fait au débat. Et ce sera le 4 avril, c'est celui-là, ou pas, comme on le fait forcément ce matin. Mais mon souhait puisqu'il y a un candidat qui n'est pas le moindre, qui hier a souligné ce choix, pour simplifier les choses pour tout le monde, mon souhait c'est que le CSA se saisisse du sujet. Et que tout soit remis à plat. En lien avec les candidats et les chaînes. C'est sa fonction. Et nous avons autre chose à faire que courir de chaîne en chaîne pour multiplier les débats à 11. Et dans un instant, ce que vous allez faire, c'est répondre aux questions de Natacha Polony qui nous rejoint sur Europe 1. À tout de suite. Et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. C'est à vous d'interroger Emmanuel Macron qui est en direct avec nous depuis 7h30 ce matin sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Macron. Alors Bonjour. Ce matin, on parle environnement dans la presse. Le Figaro et les Échos s'émeuvent des décisions de Donald Trump pour détricoter les mesures de Barack Obama sur le climat. Autorisation de pipeline, d'extraction minière, suppression des outils pour mesurer l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut surtout lire 2 articles ce matin. Le premier est dans Charlie Hebdo. Fabrice Nicolino revient sur les Monsanto Papers, les documents qui prouvent que le géant des pesticides s'inquiétait depuis 1999 des pouvoirs mutagènes et cancérogènes du glyphosate et qu'il a choisi de payer des scientifiques pour des études complaisantes.
avec le rachat de Monsanto par Bayer, héritier d'Ig Farben, inventeur allemand du gaz sarin. Il craint le pire, Fabrice Nicolino, sachant que l'Agence européenne des produits chimiques est pourrie, dit-il, par les conflits d'intérêts. À propos de conflits d'intérêts, le Canard enchaîné dénonce la publication d'un manuel à destination des professeurs de sciences et vie de la Terre pour permettre d'ouvrir en classe des débats sur la biodiversité, les biotechnologies. Alors, petit problème, le dit manuel est financé par le groupement des multinationales des semences qui promeut les OGM et vérifie que les paysans respectent l'interdiction de cultiver et vendre les variétés traditionnelles. Un chiffre donné par le Canard, entre 1995 et aujourd'hui, 80% des variétés végétales comestibles en Europe se seraient éteintes. Alors Emmanuel Macron, dans votre programme, il y a un peu d'écologie, il y a assez peu d'agriculture, mais surtout, on a l'impression que vous ne voulez fâcher personne et surtout pas les multinationales. Alors dites-nous, est-ce que vous vous engagez à atteindre l'objectif de réduction de 50% des pesticides d'ici à 2025, à faire interdire les plus dangereux, quitte à affronter la Commission européenne, par exemple? Oui, résolument. D'ailleurs, je vous invite à regarder le détail du programme sur le site. Vous verrez qu'il n'y a pas un peu sur l'agriculture, mais beaucoup. Il y a 5 milliards il y a pour résolument une montée en gamme des produits agricoles. La question, c'est de savoir... Non, il y a des engagements, y compris sur les pesticides et autres. Et j'ai, dans plusieurs meetings, parlé de Monsanto Bayer. La première chose, d'ailleurs, très concrète, qui est dans mon programme et que j'ai annoncé à Quimper en début de cette année, c'est, à très court terme et dès l'élection, de faire une chose très concrète qui est fondamentale pour nos agriculteurs. C'est d'obliger à avoir des conseils en matière de pesticides indépendants. Aujourd'hui, vous êtes un agriculteur. Beaucoup vous disent, moi, je ne sais pas faire sans le glyphosate que vous avez cité, parce que dans ces cas-là, je sais pas exploiter sainement. Simplement, tous ceux qui viennent les conseiller, ce sont des gens payés par les laboratoires et en particulier par le vendeur. Donc, la première règle que j'impose, c'est de dire tous les conseils, justement, l'assistance aux exploitants agricoles doit être totalement séparée des laboratoires et contrôlée pour éviter ces conflits d'intérêts. 2, je l'ai dit, je suis favorable, en effet, à une sortie progressive de tous ces pesticides réputés dangereux et donc pas limitée. Je suis pour une sortie à horizon de 10 ans. Sauf qu'il faut s'opposer pour ça à la Commission, il faut s'opposer pour ça aussi à la concurrence que subissent les paysans. Vous ne dites jamais quelle paysannerie vous voulez. Vous êtes pour les traités de libre-échange, par exemple. Ils menacent les AOC, ils menacent l'agriculture paysanne. Comment on fait ? Je vais répondre avec méthode à chacune de vos questions, mais vous les multipliez. 1, sur la Commission, je suis totalement favorable à m'y opposer et à mettre la pression. Je l'ai fait quand j'étais ministre en charge de l'industrie, quand la Commission rechignait à mettre des tarifs anti-dumping sur l'acier chinois. Donc je sais ce que c'est que mener une telle bataille et la gagner. Donc oui, je l'amènerai, mais je l'amènerai parce que le niveau européen est très important pour la gagner, parce que si on veut justement réguler Monsanto Bayer, lutter contre ses excès, il faut une Europe forte qui défende ses valeurs. Deuxième point, il n'y a pas une vision de l'agriculture. Je suis désolé de vous le dire. Il y a plusieurs agricultures qui doivent cohabiter. Moi, je suis tout dépend de l'équilibre et tout dépend de l'équilibre. Donc, je suis favorable à un développement de l'agro. Je suis favorable à un développement de l'agroécologie. C'est pour ça que dans mon programme, il y a un accompagnement, en effet, à la modernisation des structures agricoles pour permettre de développer les circuits courts, de passer à l'agroécologie ou aux techniques comparables. Ensuite, je suis très favorable au développement des structures de taille petite et intermédiaire qui vont vers la qualité, qui est d'ailleurs le cœur du modèle qui marche, les AOC, etc. Et il doit y avoir aussi la place pour une agriculture plus intensive, essentiellement focalisée sur l'export dans certaines filières. Donc moi je ne suis pas pour un modèle monolithique, parce que l'agriculture française, elle n'est de toute façon d'ores et déjà pas monolithique. Par contre, je suis pour l'ensemble de ces modèles de production, favorable à ce qu'il y ait une clarté complète, pas de conflit d'intérêts, et une sortie progressive de la dépendance aux produits phytosanitaires et aux pesticides, pour des raisons de santé humaine du consommateur, mais aussi des agriculteurs et de celles et ceux qui travaillent dans les exploitations. Ce qui veut dire, pour revenir au traité de libre-échange, qui était votre troisième question, que je suis favorable à l'application du CETA avec le Canada. Pourquoi ? Parce qu'il a été négocié, parce qu'il a été signé, que c'est une compétence... Il a été négocié dans l'opacité la plus totale c'est une compétence européenne. Avec des conseillers des grandes multinationales. C'est une compétence qui est européenne. On peut s'amuser à la détricoter. Dans ces cas-là, on détruit. C'est une compétence antidémocratique et qui n'est pas validée par les élus. Les États membres ont voté de transférer cette compétence. Nous l'avons votée souverainement pour transférer à la Commission... Pas les peuples. Pour transférer à la Commission européenne ce pouvoir. On peut se faire plaisir et tout casser. Qu'est-ce que ça veut dire si on ne le fait pas ? Je vais terminer mon propos si vous m'y autorisez. Qu'est-ce que ça veut dire si on ne le fait pas ? Qu'on décide de détruire la politique commerciale européenne. Ça veut dire que demain, nous négocierons, nous, avec le Canada, la Chine, etc. Ça n'est pas une bonne formule. Donc moi, je suis favorable à une politique européenne. Premier point.
on parle du passé, je le ratifierai. Dans le cadre de ce traité, je corrigerai tous les impacts sectoriels à l'égard en particulier de l'élevage. J'en ai pris justement les engagements. Ensuite, pour l'avenir, je suis favorable à ce que cette politique commerciale change. C'est-à-dire qu'elle fasse l'objet d'un compte-rendu permanent au Parlement européen. Ce ne sont pas des politiques nationales. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un mandat qui est défini 7 ans plus tôt par les États membres. Et donc, au début du mandat, vous devez définir ce que vous ne voulez pas voir dans le champ de l'accord. Mais ensuite, si on veut un vrai contrôle démocratique, il faut qu'il y ait des échanges réguliers avec le Parlement européen. Or, ça ne s'est pas suffisamment fait dans le cadre de la négociation avec le Canada. Enfin, pour ma part, je n'ouvrirai pas de nouvelles négociations commerciales, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que je pense que nous n'y sommes pas prêts tant que l'Europe n'est pas plus intégrée. Merci beaucoup Natacha Polony. Dans un instant, c'est Nicolas Canteloup qui arrive face à Emmanuel Macron. Oui, c'est un vrai débat. Je vous entends bougonner, c'est un vrai débat. Non, mais je dis parce que je voulais que Madame Polony puisse répondre et qu'on puisse poursuivre. Des extractions minières, du nucléaire, il y a beaucoup de candidats qui la veulent comme ministre. Vous la prendriez, vous, Natacha Polony, ou pas? J'ai déjà dit que je ne répondais pas à ce type de questions pour 2 raisons. La première, c'est que... C'est une femme, elle pourrait être Premier ministre. Ce que vous cherchez, une Première ministre, paraît-il. Je trouve que c'est insultant pour nos concitoyens parce qu'on n'est pas là pour composer un gouvernement alors que le vote n'est pas fait. Et ensuite, je pense qu'il est bon de faire les choses en bon ordre et avec... la confidentialité qui convient. Bon, c'est pas gagné, Natacha. Merci beaucoup. En tout cas, ça ira. C'était une boutade. Merci, Natacha. Dans un instant, c'est donc Nicolas Canteloup sur Europe 1 et sur europe1.fr. N'oubliez pas. Europe 1, 8h44. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, bienvenue dans ce studio. C'est vrai que vous êtes une personnalité nouvelle en politique. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter, c'est vrai, une grande crise? Monsieur Namias, j'ai vécu, vous le savez, une crise financière. Également une crise de l'euro très forte. J'ai fait il y a 6 mois, vous le savez, ma crise d'adolescent. En partant de chez mon père, François, avec une forte crise d'acné. Alors, François Hollande était parti en vacances, on se souvient, juste après l'élection. Vous ne partirez pas en vacances si vous n'êtes pas élu. Du coup, si vous n'êtes pas élu, vous allez réserver vos vacances plus tard au dernier moment. Les campings seront pleins, les tarifs vont augmenter. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant quand on veut prétendre aux plus hautes responsabilités d'être un aussi mauvais gestionnaire de son budget vacances? Écoutez, il y a d'autres possibilités, monsieur Namias, et puis vous m'emmerdez avec vos questions. Non, mais est-ce que vous vous sentez justement par rapport à François Hollande, est-ce que vous vous sentez quelque part redevable? Je préfère le terme de reconnaissant à celui de redevable. J'ai du respect pour François Hollande, pour sa personne, pour sa fonction, mais vous l'aurez noté, monsieur Namias, nous avons des personnalités très différentes. Lui est un gros nul, moi je suis modeste et brillant. Alors, Manuel Valls, personnalité forte de gauche, on vient de l'apprendre, c'était encore votre chef il y a 3 mois, va vous rejoindre certainement. Déjà, monsieur Namias, s'il vous plaît, attendons. Ce n'est pas encore fait. Enfin, j'espère. Les gens apportent leur soutien. Ou pas. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Demain, ce sera peut-être Ségolène Royal. Vous savez, monsieur Namias, un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien, écoutez, ça y est, on vient de l'apprendre, puisque vraiment, on est une radio connectée. Nous voulons l'apprendre. Enfin, c'est pas nous, c'est BFM. Ça y est, Manuel Valls vous apporte votre soutien. Écoutez, tout d'abord, je le remercie de me mettre dans la merde. Alors, est-ce que vous gouvernerez? Parce que c'est vraiment une question importante. C'est quand même un poids lourd de François Hollande. Est-ce que votre Premier ministre, est-ce que vous gouvernerez avec lui? Écoutez, gouverner avec lui, j'apprends la nouvelle, je suis sous le choc. Mais gouverner avec lui, oui, plutôt crevé. Merci. À vous, Julie. Merci Fabien. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est maintenant avec nous pour les titres. Bonjour Marco. Bonjour à tous. Bonjour, très heureux de vous avoir ici, Emmanuel Macron, de vous voir ici dans les locaux d'Europe 1. C'est pas qu'on soit du mouvement En Marche ici à Europe 1, c'est juste que vous êtes tellement approximatif en géographie qu'on a eu peur que vous ne trouviez pas l'adresse. Oh, d'accord. Allez, oui, donc c'est une façon d'accueillir notre invité, ça, Marc-Olivier. Allons. Attendez, c'est pas grave, Julie. On a eu Sarkozy, le président nul en français. On a eu Hollande, le
président nul en économie. Changeons de tonton pour Macron, le président nul en géo. Voilà. Oh bah c'est pas très sympa ça, tout ça. Allez, on passe au titre. Allez, c'est parti pour les titres. Pizza 30. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement? François Hollande invente, à l'image des services de livraison de pizza en 30 minutes, François Hollande invente ministre 30. Maintenant, votre ministre est livré en moins de 30 jours. Eh oui, on vous livre même en Guyane. Par contre, ils envoient le bisu Mathias Fekkel. Beau geste antiraciste, c'est toujours bien de mettre un éclairage sur les gestes antiracistes. On signale le très beau geste de la police française pour lutter contre le racisme anti-noir et anti-arabe. Ils ont tué un Chinois. Oh là là. Non, et on ne tue pas les Chinois. Il ne faut pas tuer les Chinois. Il faut respecter les Chinois. Le mandarin et les Chinois. J'aime ça, les Chinois. Mais attendez, on ne tue personne, hein. Allez, reprenez Marc-Olivier. Et puis, petit conseil de pro, Laurence Haïm a révélé le conseil que de François Bayrou a donné pour coacher Emmanuel Macron avant le débat, un conseil de tueur. Il lui a dit, Emmanuel Macron, vous confirmerez, fais la sieste pour être en forme. Voilà, c'est du très haut niveau, high level. On aurait pu croire que le conseil de Bayrou souhaitait lui dire la bonne idée de réforme, la super mesure fiscale qui fasse plaisir à tout le monde. Non, il lui a dit juste, fais la sieste. Alors, en exclu, ici, on vous donne le conseil de François Bayrou avant le prochain débat. Attention, ça décoiffe. Il lui aurait dit, bois 1,5 litre d'eau par jour. Oh, dis donc. Voilà, à vous, Julia. Merci Marc-Olivier. Notre invité Emmanuel Macron a reçu beaucoup de ralliements, hein, alors que Benoît Hamon vit des moments difficiles. Laurent Cabrol, rebonjour. C'est l'occasion de faire un point route, hein, peut-être. Oui, le trafic est intense, hein, dans le sens des départs depuis chez Benoît Hamon. Mais c'est plutôt calme, hein, dans le sens des arrivées, puisqu'il n'y a personne. Hein. Par contre, ça bouchonne déjà dans le sens des arrivées sur la route du QG d'Emmanuel Macron, hein, après le char d'assaut de Jean-Yves Le Drian, l'ambulance de Douste Blazy, le déambulateur de Lynn Renault, le carrosse de Dominique Villepin, la Seat Ibiza à l'instant de Manuel Valls qui rejoint, oui, je la vois, qui rejoint le QG d'Emmanuel Macron, un peu en marche arrière, mais qui la rejoint quand même. Magnifique. Merci Laurent Cabrol, merci. Ségolène Royal est passée saluer notre invité Emmanuel Macron. Oui, bonjour toi. Oh, vous avez beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron, hein. On s'attendait même à un soutien clair de votre part, hein. Oui, mais écoutez, avant d'exprimer mon soutien, j'aimerais poser une question. Emmanuel, as-tu reçu mes 53 messages, hein? Je te redonne mon téléphone au cas où, donc tu ne dois pas avoir le bon, c'est 06 22 65 47 03, hein? Non, note-le, parce que Lynn Renault et Geneviève de Fontenay, c'est bien, mais c'est vrai qu'une petite Lolita comme moi, ça mettrait un petit coup de jeune, hein? Je suis ouverte à tout, hein, Premier ministre, ou même Matignon, hein, pourquoi pas, hein. 06 22 65. Oui, bah, on a bien noté. Allez, c'est bon. Et on va accueillir maintenant Benoît Hamon. Bonjour, monsieur Hamon. Salut à tous, salut aux camarades de la rue François 1er, salut Manuel. Alors, Benoît Hamon, vous avez déclaré, afin d'accueillir le plus de monde, que le parti est ouvert. Oui, je pense qu'avec le recul, je me dis que c'était peut-être une bévue, une connerie. Quand ils ont appris que la porte était ouverte, mes soutiens en ont profité pour se barrer. Oh là, à tel point que vous n'êtes pas loin de passer sous la barre des 10%, hein, monsieur. Oui, sous la barre. C'est plus une présidentielle, c'est un concours de limbo. Manuel Valls vient de déclarer qu'il rejoignait Emmanuel Macron. Oui, encore un. C'est plus des couteaux dans le dos, c'est de l'acupuncture pour moi, cette présidentielle. On vous souhaite bon courage, alors, monsieur Hamon. Écoute, filature, surveillance, le cabinet noir de François Hollande existe-t-il? Le mieux c'est de l'appeler. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur du grand maître du cabinet noir. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Notre cabinet est ouvert entre 9h et 19h tous les jours. Mais laissez un message. Pour dénoncer une casserole de François Fillon, tapez 1. Pour que Benoît Hamon perde, ne vous emmerdez pas à taper 2, il s'en charge tout seul. Pour me faire plaisir, tapez Macron. Mais tapez-le vraiment. Ce petit con m'a piqué ma place, ça me fera du bien. Voilà, le grand maître du cabinet noir vous souhaite une agréable journée. Vous pouvez raccrocher. Voilà. Juju. Comment on coupe Juju d'enregistrement? Et quel bouton pour couper le répondeur? Juju. Non, c'est pas celui-là. Non, ça marche pas. Oui, mais c'est pas celui-là non plus.
Mais que je sers à quelque chose tout de même. Ça marche pas. François Hollande. Oui. François Hollande. Ah. C'est Europe 1, là. Oui, bien quel sûr. est votre état d'esprit vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notre invité ce matin? Oh oui. Écoutez, au fond, si vous voulez que je vous donne mes véritables sentiments, Oui, s'il vous plaît. j'ai la tendresse pour le gamin. Petit con, hein. Et vous savez quoi, Soto? Il me rappelle, moi, 30 ans. Ah oui, j'étais pareil, blond, les yeux bleus, séducteur, affûté. Pareil, on était les mêmes, la même audace, le même panache, hein, Emmanuel. Allez, je te laisse, file vers la victoire, Galopin. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas été aussi nul, je n'aurais pas laissé ma place. Et t'aurais pas été le favori de 2017. Tu me dois beaucoup. Redevable et non pas reconnaissant, redevable. Merci François Hollande. François Bayrou a donc rallié Emmanuel Macron. Il est avec nous, lui aussi, ce matin. Bonjour, monsieur Bayrou. Oui. Madame Julie. Non, D'accord. Macron président. Ah, d'accord. D'accord. Oui, je soutiens Emmanuel Macron. Quand je l'ai soutenu, je pense qu'il a tout de suite pensé que sa campagne, comme pour toutes mes campagnes, j'arriverai à la foirer. Hein? À la foirer. J'arriverai à la fois résolu et déterminé pour la gagner. Alors, depuis que vous êtes en marche, ça se passe bien? Pour être sincère, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle accumulation de merde. Une telle accumulation de merde de toute tendance politique pour l'aider dans sa campagne. En tout cas, je suis là, Emmanuel. Si tu veux un con, Oh non. si tu veux un con, je suis là. Si tu veux un conseil politique, fais la sieste et bois de l'eau. Merci François Bayrou. Le petit candidat Jean Lassalle a créé le buzz. Vous le savez, monsieur Lassalle, vous êtes sûr de votre victoire, mais vous auriez une équipe, vous, pour gouverner? Expliquez-nous. Bien sûr. J'ai mon gouvernement. Ministre de la Belette et des Sports, Jacqueline Gravier. Et ministre des Affaires étrangères et des champignons, Geneviève Moustachi. Ministre de l'écologie et des sangliers, Arlette Désir. Ministre de la Défense et de la Pêche, Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, il vous soutient? Oui, il m'a harcelé. Ah. Et je vous laisse, je dois aller chez Arnis pour un essayage de costume pour mon futur Premier ministre. Ah, Arnise, le tailleur sur mesure de François Fillon? Ah, bien obligé, Madame Julie. Vous avez déjà essayé de faire rentrer un sanglier dans un costard Hugo Boss? Couchez, Nestor. Allez, une page football maintenant. Hier soir, l'équipe de France s'est inclinée 2-1 contre l'Espagne. Une équipe d'Espagne vieillissante contre une équipe de France très jeune. Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Oui. Ah ben Julie, vous faites comme moi. Hein. On est mercredi, vous gardez des enfants. Hein. Mais enfin, c'est pas un enfant, c'est notre invité Emmanuel Macron. Tu enfin, joues, s'il vous plaît. tu joues en club? En poussin, en pupille, minime? Mais non, enfin, il est candidat à la présidentielle. Bon, on peut reparler du match d'hier soir? Oui, bien sûr. D'accord, et sur de les cette fondamentaux. défaite 2-0. Les deux fois à cause de la vidéo, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'avant on était nuls, mais là maintenant avec la vidéo, on voit immédiatement le replay des ratages. On a la certitude vraiment qu'on est vraiment nuls. Merci Didier. Notre ami Pierre Fula, spécialiste des arts pugilistiques, est venu nous parler d'un match inédit. Oui, ici Pierre Fula pour cette rencontre au sommet opposant dans le coin bleu marine Marine Le Pen, dit la démolisseuse, la sulfateuse à migrants. On ne dit pas le poids d'une femme, mais elle accuse tout de même 108 kg 500 de haine à la dernière pesée, opposé à Emmanuel Macron, le Jiminy Cricket, le puceau chez Rothschild, 28 kg 430 à la dernière pesée. Emmanuel Macron, vous le voyez, qui se trouve dans le coin gauche de ce ring, dans le coin droit. Merde, viens retourner dans le coin gauche, dans le coin droit. Non, c'est pénible. Faut choisir, jeune homme. Hein. En tout cas, finale le 7 mai à 20h. Merci de répondre dans cette social room à nos auditeurs et à nos internautes qui ont souhaité vous interroger ce matin. Première question de Ada. Alors, Ada est très inquiète. Elle est inquiète parce qu'elle vous trouve trop jeune. On va la rassurer. Voilà. Elle vous trouve trop jeune et elle s'inquiète du fait que vous ayez participé au gouvernement de François Hollande. Alors, la jeunesse, je n'en fais pas un argument. Il ne faut pas non plus en faire un handicap. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont été élus ces dernières années, ces dernières décennies,
à un âge comparable au mien dans d'autres pays. Et ils n'ont pas démérité. Ensuite, j'ai une expérience de l'État, du secteur privé, de l'international, qui, je pense, ne me disqualifie pas. Alors justement, votre expérience de l'État inquiète aussi Ada, puisqu'elle dit c'est un ancien ministre de François Hollande. C'est exact, mais comme vous l'aurez noté d'abord, Ada, moi j'assume totalement mes choix passés. J'ai été d'abord conseiller. J'espère avoir prodigué de bons conseils, j'en ai sans doute prodigué de mauvais, mais je suis sorti. Et de manière indépendante, j'ai retrouvé ma liberté, on m'a rappelé. J'ai considéré que c'était l'esprit de responsabilité de servir mon pays. Je l'ai fait en disant toujours ce que je pense et en faisant le maximum. Ce que je propose aujourd'hui au pays est très cohérent avec ce que j'ai fait. J'ai pu pendant un temps agir, ensuite j'ai été bloqué, j'en ai tiré les conséquences en m'exprimant, en créant un nouveau mouvement politique, en quittant le gouvernement et en me présentant. C'est une cohérence avec la capacité aussi à être en rupture que d'autres n'ont pas eu quand ils ont parfois été Premier ministre 5 ans. Voilà. Donc, vous pensez à François Fillon? Oui, j'ai pris mes responsabilités, mais en étant toujours clair sur les valeurs et la politique que je voulais porter. Alors, je vous lis la question de Franck. J'ai toujours voté à droite, nous dit Franck. Macron me tente, mais quel argument pouvez-vous me donner pour me convaincre? Le fait que je propose, me semble-t-il aujourd'hui, l'offre la plus efficace. Je ne sais pas pourquoi vous avez jusqu'à présent voté à droite. J'ai autour de moi beaucoup de gens de droite. Mais j'ai aujourd'hui un projet politique qui est de libérer les énergies, libérer la vie de l'entreprise, les entrepreneurs, de simplifier les choses, en même temps d'apporter les justes protections aux personnes quand ils sont face au chômage, face aux retraites ou à la dépendance. Et je pense que je propose un projet de vraie modernisation du pays, que souvent la droite a pu porter, avec beaucoup de pragmatisme et d'efficacité. Et puis enfin, parce que beaucoup de gens de droite sont attachés aussi à l'Europe, moi je défends l'idée européenne avec des valeurs claires et une vraie exigence. Donc pour toutes ces raisons, et après on devrait rentrer plus dans le détail en fonction de ce qui est important pour vous, je pense que vous pouvez vous retrouver dans le projet que je propose. Une question un petit peu taquine de Pascal qui nous dit « J'espère qu'Emmanuel Macron va trouver la route pour se rendre à Europe 1 parce qu'il a déjà du mal avec la Guyane. » Alors voilà, sujet... Pascal, j'explique, Pascal fait référence au fait que lorsque vous étiez à La Réunion, dans une interview, vous avez qualifié la Guyane d'île. Bon, est-ce que c'était un lapsus? C'était un lapsus, d'abord parce que je pense que je suis le candidat à cette présidentielle qui connaît le mieux la Guyane. J'y ai servi comme fonctionnaire, j'ai fait une mission d'inspection, j'y ai passé plusieurs semaines de ma vie. Ensuite, comme ministre, j'y suis allé plusieurs jours et j'y suis allé comme candidat en décembre. Donc je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île, je vous rassure. Il y a l'île de Cayenne qui est en effet le cœur de ce qui est bloqué. Et je l'ai dit par humour, il y a une forme d'insularité en Guyane entre l'océan et la forêt amazonienne. En fait, vous étiez à La Réunion et comme vous étiez sur une île. J'étais à Mayotte. Vous m'accompagniez d'ailleurs sur ce sujet pour couvrir pour Europe 1 ce déplacement. Il était tard, je parlais de Mayotte et je parlais de ces deux territoires que sont la Guyane et Mayotte qui ont le plus besoin d'investissement et j'ai en effet parlé d'une île. Voilà. Alors on peut contourner en disant je parlais de l'île de Cayenne. Non, c'est une forme de lapsus en parlant des deux territoires. Mais je n'ai jamais considéré, en tout cas eu de problème avec ma géographie sur ce sujet, je vous rassure. Voilà qui est clarifié, mais juste un point, qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui dans cette campagne présidentielle? En fait, le moindre petit lapsus qui évidemment est un lapsus donne lieu à polémique, à agressivité. Il faut le prendre avec beaucoup de flegme. Une campagne présidentielle, ça a toujours été une essoreuse. C'est une IRM. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est immanquable, donc tout part. Vous vous sentez essoré? Non, je me sens ausculté en profondeur. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on ça tourne tout le temps. Donc dès qu'il y a la moindre chose, la moindre aspérité, elle est sortie. Il faut avoir beaucoup de calme, ça va remettre les choses à leur place et apporter une juste importance. Deux derniers points. À chaque chose. D'abord cette question de Franck qui veut une précision sur le point de sur un point de votre programme concernant les retraites, puisqu'on le sait, vous voulez simplifier les régimes de retraite, notamment faire disparaître les régimes spéciaux. Oui. C'est quand même le cœur de votre réforme. Il pose une question très précise. Est-ce que vous intégrez le régime des parlementaires? Est-ce que les parlementaires aussi, en gros, sont voilà. Je vous le confirme. C'est mon souhait. Donc, qu'on soit député, sénateur, on a le même système de retraite que tout autre citoyen. Qui que ce soit. Très bien. Alors, une toute dernière chose qui est une phrase du général de Gaulle qui me semble être d'actualité. Je le cite: j'ai déclaré la guerre aux partis. Les partis, c'est en 1962. Les partis sont irrécupérables, mais leur chef ne demande qu'à être récupéré. Cette phrase du général de Gaulle vous inspire-t-elle? La France, ce n'est pas la gauche. La France, ce n'est pas la droite.
Oui, la France, elle n'est pas l'otage des partis. Après, il y a des femmes et des hommes de partis qui se retrouvent dans une offre nouvelle. Mais je l'ai dit, avec, au moment où nous vivons, un double objectif, qui correspond d'ailleurs à la refondation que le général de Gaulle a portée, et qui s'est faite dans d'autres temps. Il faut que des femmes et des hommes qui ont eu une expérience se retrouvent, puissent trouver une place dans les majorités parlementaires, mais il faut un vrai renouvellement. C'est ce qu'attendent aussi nos concitoyens. C'est l'un de vos modèles, le général de Gaulle? Ce serait présomptueux de dire cela, enfin en tout cas de vouloir se comparer. C'est une figure inspirante, je l'ai dit, pour moi ça a été un grand président, évidemment un très grand homme d'État. Et il a su porter avec beaucoup de courage et de clarté des moments de refondation. Donc moi j'ai regardé de près ce qu'il a fait, enfin, et ça fait longtemps. Quel est le président de la 5e qui vous inspire le plus? C'est lui. Pour lequel vous avez le plus de respect? Je l'ai dit, c'est lui. C'est le général de Gaulle. Premier chef, parce que il a d'ailleurs mené une recomposition politique et institutionnelle en 1958, à un moment où la France doutait d'elle-même, qui est inspirante pour ce que nous sommes en train de vivre. Et donc c'est vraiment celui qui a la conscience historique la plus aiguë, je pense, sur les dernières décennies. Merci Emmanuel Macron d'avoir été avec nous, et bonne journée. Merci.